Nous allons donc accueillir maintenant pour la localisation résidentielle et mobilité domicile-travail, le Val d'Europe est-il durable? Donc pour cet exposé, nous allons accueillir Madame Aguilera, qui est docteur en sciences économiques, avec un axe de recherche plus spécifique sur travail et mobilité, ainsi que Madame Marion Voisin, ingénieure de recherche, avec un axe de recherche sur la modélisation de l'accessibilité en particulier, entre autres, je dirais. Donc cette présentation va donc porter sur la durabilité environnementale et sociale du modèle de développement de Val d'Europe, si j'ai bien compris. Donc est-ce qu'on est sur un Val d'Europe durable, et en particulier, et ce qui m'intéressera plus particulièrement moi, sous ma casquette de directrice du droit de l'environnement pour Disney, la question de l'intensité des relations de travail, de mobilité entre les secteurs de Marne-la-Vallée, et donc les plans de déplacement notamment des employés. D'accord, oui, merci beaucoup. Je vais essayer de vous intéresser jusqu'à la fin. Oui. Je vous remercie. Oui, nous sommes avec Marion Voisin au laboratoire Ville Mobilité Transport, qui est donc situé dans le secteur 2, qui appartient à l'Université Paris-Est. On est un certain nombre de chercheurs à participer à ce colloque, parce que je crois que naturellement, quand on est sur un territoire, quand on y travaille, et puis pour ce qui me concerne, quand on y habite, je crois que particulièrement, on s'intéresse aux dynamiques des territoires qui nous entourent. Donc la communication, comme vous l'avez dit en introduction, elle propose une grille de lecture qui est très partielle, en particulier sur le plan environnemental. On va se limiter là à des questions d'émissions de gaz à effet de serre qui, évidemment, sont loin d'épuiser tout le questionnement de l'environnement et de la durabilité environnementale. Mais on va donc proposer une grille de lecture des relations. Alors oui, on m'a dit d'appuyer fort, mais en effet, parce que je voulais passer plutôt à celle-là, entre ce qu'on appelle les formes urbaines, dont on a parlé ce matin, qui est un terme très vaste, mais en gros, l'idée, c'est qu'on est quand même sur un secteur qui est, on va dire, un peu une forme hybride, moi je dirais, entre du périurbain et puis de l'urbain. On voit là, on sort, on a l'impression d'être en ville, on arrive à la brasserie Flo, puis on se rend bien compte que si on traverse la rue, on est dans un champ. Donc voilà, il y a quand même encore un contraste, et même si tous les jours les grues construisent des résidences, des bureaux, on est encore à un moment où on a une cohabitation entre des formes très différentes, et en particulier, il y a des communes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont beaucoup plus petites et encore beaucoup plus périurbaines, voire rurales. Donc on se pose cette question de relation entre cette forme hybride, périurbaine, urbaine, qui a connu un très fort développement, ça a déjà été souligné dans d'autres communications, très fort taux de croissance du nombre des résidents, et en particulier du nombre des gens, des actifs ayant un emploi, très forte croissance du nombre d'emplois, avec Disney, mais pas seulement. La croissance a continué dans les années récentes. Donc on s'est posé la question des relations, finalement, quelles sont les mobilités à la fois des gens qui y habitent, des actifs en emploi, qui viennent habiter sur le secteur 4, mais aussi des gens qui viennent occuper, on en a déjà parlé plusieurs fois, des gens qui viennent occuper les emplois qui sont localisés dans ce secteur 4, quelles sont les interactions, et puis finalement, comment on peut essayer d'esquisser, on va dire, un bilan au plan de la durabilité environnementale, donc restreinte ici à la question des émissions de CO2. Pardon ? Alors oui, non, mais parce que je veux revenir en arrière, parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Juste là, orange. Ah non, c'est le orange, voilà. Ouais. Non, je voulais revenir sur le plan, donc oui, là, mince, c'est bon, oh là là, je vais pas y arriver. Alors, oui, ce que je voulais dire, il ne faut pas que j'oublie, sinon je vais me faire tuer, par Lydie Lègle qui coordonne le programme Eurevade. C'est une recherche qui s'inscrit dans un projet de recherche Eurevade qui est financé conjointement par le ministère de l'écologie et par l'EPAMarne. Donc on est quand même en relation fréquente, constante avec des gens de l'EPAMarne pour discuter, échanger sur ce qu'on cherche et ce qu'on trouve. Et puis ils nous éclairent avec une approche différente et très intéressante. Et ce que j'essaie de faire dans cette communication, donc, c'est aussi peut-être ce qu'on a moins fait
dans ce qui a été présenté auparavant, c'est d'essayer d'esquisser une comparaison aussi entre ce secteur 4 et les 3 autres secteurs de Marne-la-Vallée, hein, du point de vue justement de ces formes urbaines, ces mobilités et de cette durabilité environnementale. Alors avec toutes les limites que ça comporte, parce qu'on a bien vu que les secteurs, ils sont ce qu'ils sont, ils ont été découpés. Voilà, si on voulait vraiment les redéfinir, peut-être qu'on ne ferait pas comme ça, mais bon, dans le cadre de ce travail, on a pris les secteurs tels qu'ils étaient. Alors voilà, donc ces 4 secteurs, bon là je vais passer vite parce que du coup tout le monde connaît, on en a pas mal parlé ces derniers temps. Donc premier élément, hein, donc de cette forme qui se construit hybride, elle s'est construite au cours des 20 dernières années dans le cadre d'une très forte croissance du nombre des actifs ayant un emploi, hein, un taux de croissance tout à fait exceptionnel par rapport au recensement de 90, et aussi d'une très forte croissance des emplois. C'est le secteur qui a été le plus dynamique. Alors en même temps, on partait de très bas, donc on a des taux de croissance qui sont phénoménaux, parce qu'au début on n'a pas grand-chose, mais ça présente bien quand même le bouleversement qui a eu lieu sur ce petit territoire. Alors, j'irai donc, pour défendre, hein, elle n'est pas tant difficile que ça à défendre, cette idée du périurbain et de l'urbain, on va regarder d'abord les résidents, et je dirais que du point de vue des résidents, des formes d'habitat, alors avec des contrastes entre les communes, hein, que nous ont bien montré Armel Choplin et Mathieu Delage et Anne Clerval, parce que, bon voilà, nous, si on regarde plus précisément entre les communes, entre les quartiers, on peut avoir une lecture un petit peu différente, mais je dirais que d'un point de vue global, d'un point de vue sectoriel et communal, on a plutôt des caractéristiques périurbaines pour ce qui concerne la population résidente, avec des densités assez faibles, alors qu'ils sont proches de ce qu'elles sont au secteur 3, mais beaucoup plus faibles de ce qu'elles sont dans le secteur 1 et 2, qui sont beaucoup plus urbains, beaucoup plus denses, compacité du bâti beaucoup plus faible, et beaucoup plus de maisons par rapport aux appartements que dans les secteurs 1 et 2, ce qui là aussi est une caractéristique du périurbain. On l'a bien vu avec les logiques résidentielles présentées dans la première intervention. On vient là aussi pour accéder à la maison individuelle. Donc on a un fort taux de propriétaires, un taux de propriétaires qui est beaucoup plus important que dans le secteur 1 et 2, et une population, alors bon là, les chiffres ne sont pas tant différents que ça, mais un petit peu plus jeune, on va dire, en âge médian, hein, que dans les secteurs 1 et 2. Donc secteur le moins peuplé, le moins dense, le moins compact, plus jeune des maisons, donc plutôt quand même globalement périurbain. Bon, avec des contrastes entre les communes, je vais peut-être passer vite parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de temps, mais on voit que les densités d'emploi, alors ça c'est un truc, sont, voilà, les emplois sont quand même très concentrés dans les communes de Chécy et de Séris, tandis que pour les résidents, les concentrations, c'est un petit peu moins concentré, c'est mieux réparti sur le territoire des 5 communes. J'y arrive plus, voilà. Alors pour ce qui est des emplois, on ne va pas dire que ils sont tellement importants quand même ces emplois, alors et en étant très concentrés surtout sur la commune de Chécy, dans une moindre mesure de Séris, hein, bon, c'est Disney à Chécy. Pour ce qui est des emplois, on est quand même clairement sur un positionnement d'un pôle qui ne peut pas être simplement un petit pôle d'emploi au niveau de Marne-la-Vallée ou des communes environnantes. Ça se positionne clairement comme un des pôles d'emploi importants à l'échelle du département et même à l'échelle de l'Île-de-France. Et l'INSEE l'identifie comme tel, hein, comme vraiment gros pôle d'emploi important dans la métropole francilienne. Donc on a finalement quand même une sorte de contraste entre un pôle d'emploi avec beaucoup d'emplois très concentrés, environnés par des communes qui sont encore quand même majoritairement dans une logique périurbaine, même si on est sur des dynamiques en termes d'arrivée d'équipements, de services. Là on voit que la piscine s'est construite, on a la médiathèque, bon, les centres commerciaux, plutôt une dynamique urbaine. Alors, les mobilités, si on regarde, alors c'est simplement les mobilités domicile-travail, hein, telles qu'elles sont disponibles dans les recensements, hein, recensement de 1990 et puis les données plus récentes de 2007. On ne peut pas trop regarder les autres mobilités parce que bon, on pourra en discuter dans le débat, mais on n'a pas des données assez fiables à cette échelle-là spatiale. Donc si on se concentre simplement sur les mobilités domicile-travail, donc il y a deux aspects à considérer. Il y a d'abord les gens qui viennent s'installer dans ce secteur 4. Est-ce qu'ils y travaillent? Est-ce qu'ils n'y travaillent pas? Et comment ça évolue depuis 20 ans?
Donc c'est totalement, ce qu'on trouve heureusement totalement en cohérence avec ce qu'on a entendu avant, c'est-à-dire qu'on est quand même plutôt sur un secteur dans lequel il y a une forte arrivée de gens qui, pour une partie d'entre eux, viennent là pour occuper un emploi vraiment dans le secteur 4, parce qu'ils occupent par contre peu d'emplois dans les 3 autres secteurs. Ça, c'est une spécificité intéressante du secteur 4, qui n'est pas qui est l'inverse plutôt de ce qu'on observe dans les secteurs 2 et 3, où on a pas mal de gens qui travaillent dans les autres secteurs de la vie nouvelle. Donc, on vient dans le secteur 4 pour travailler dans le secteur 4, logique de proximité, ou alors pour accéder aux emplois plutôt situés à l'extérieur de Marne-la-Vallée, donc logique d'accessibilité. Il y a cette cohabitation de cette double logique résidentielle, et on accède alors à des emplois qui sont pour partie situés à Paris, et on a rajouté le 92 parce qu'avec le RER, on est quand même connecté très facilement à la Défense. Donc on voit qu'il y a 22% des gens du secteur 4 qui travaillent, bon, ça marche plus, qui travaillent à Paris 92. Par contre, c'est une logique totalement en diminution. C'était 32% il y a 20 ans. Donc on se désolidarise, le lien avec Paris s'étiole. C'est aussi le cas avec les autres secteurs, mais c'est quand même particulièrement important dans le secteur 4. Et on a un lien plutôt plus important que dans les autres secteurs avec le 77. Alors là, c'est un lien qui est, on va dire, plutôt stable, mais qui n'a pas beaucoup progressé. Donc ça veut dire aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui est dans la salle, qu'on a aussi des liens importants avec les autres pôles d'emploi franciliens, avec le pôle de Créteil, mais aussi avec le pôle de Roissy. Alors, le deuxième point de vue, c'est quand on regarde les emplois qui sont localisés dans le secteur 4, donc on a dit surtout très concentrés dans les communes de Chécy et de Séris. Donc la première colonne donne les emplois occupés par des stables, c'est-à-dire les gens qui habitent le secteur 4. Donc ce qu'on voit, c'est que quand même, c'est une proportion qui est en diminution, qui est plutôt un peu moins importante, on va dire, un peu moins importante dans le secteur 3, dans la moyenne des 2 autres secteurs, mais qui a diminué fortement dans les 20 dernières années. Par contre, la proportion, ce qui est intéressant dans le secteur 4, c'est qu'il a, alors que les gens travaillent peu dans les 3 autres secteurs, les emplois de ce secteur sont fortement occupés par des résidents des 3 autres secteurs de la ville nouvelle. Et là, par contre, le lien augmente. C'est-à-dire qu'on passe de 11% d'emplois occupés par des résidents d'autres secteurs à 19% en 2007. Alors le lien par contre dans l'autre sens avec Paris, j'ai toujours l'habitude de dire le RER il fonctionne un petit peu dans un seul sens, c'est-à-dire qu'on habite dans le secteur 4, on va travailler assez facilement à Paris. Par contre les Parisiens sont très faibles, viennent très peu finalement, ou en tout cas représentent une très faible part dans l'emploi qui est localisé dans la ville nouvelle. Et puis dernière caractéristique intéressante et spécifique au secteur 4 et au secteur 3, c'est vraiment des secteurs qui sont intégrés dans le département, c'est-à-dire que leur bassin d'attraction, le bassin d'attraction de leurs emplois est fortement en lien avec le département 77. Et là, c'est plutôt un lien qui se renforce, même si parallèlement les distances ont un peu tendance à augmenter, ce qui, du point de vue des émissions de CO2, comme c'est la voiture qui domine, on va le voir là juste maintenant, et poser problème, ou du moins mérite d'être questionné. Alors là, hop, voilà. Alors, si on regarde très rapidement les modes de transport des actifs, alors en haut des actifs qui habitent le secteur 4 en rouge et qui se rendent à leur emploi, ou deuxième tableau, le mode de transport des gens qui viennent occuper les emplois du secteur 4. Les caractéristiques du secteur 4 sont d'une part que finalement il y a plutôt plus de voitures, d'utilisation de la voiture pour les résidents. Alors, comme pour le secteur 3, d'ailleurs, on a vraiment ce clivage secteur 1 et 2 qui fonctionne un petit peu de la même façon, 3 et 4 d'une autre manière. Ça, c'est dû quand même au lien avec Paris qui est beaucoup moins important, parce que quand on va travailler à Paris et à la Défense, majoritairement, on a tendance à utiliser le RER. Et donc là, on utilise plutôt plus la voiture pour se rendre au travail et plutôt un petit peu moins les transports en commun. Par contre, pour les emplois, le regard est différent, c'est-à-dire que la part de la voiture est plutôt moins importante au profit des transports en commun, et en particulier, si je me rappelle bien, c'est l'effet du lien avec les autres secteurs de la ville nouvelle. Comme les emplois sont très concentrés, ils sont très importants, mais très concentrés dans Chécy, et comme Chécy, c'est autour du RER,
on vient quand même... alors je pense que Disney a son parking pour ses employés, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous n'essayez pas aussi de favoriser le fait que les gens viennent en transport en commun. Donc visiblement, je pense qu'il y a cet effet-là. C'est que quand on vient des autres secteurs, de Paris bien sûr, mais des autres secteurs, on vient plutôt en transport en commun. Par contre, les gens qui viennent des autres secteurs, des autres territoires de Marne-la-Vallée viennent plutôt en voiture. Alors, bon, pour résumer, si on fait la comparaison globale, on va dire, des mobilités qui sortent et qui rentrent sur ces territoires, on voit que finalement, on a... alors, je crois que c'est Jossigny qui est en bleu tout seul, c'est ça? On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment la commune rebelle. Non, c'est Conches-sur-Gondoire, pardon. C'est Conches-sur-Gondoire, oui, non, Jossigny. Ouais. Bon, on a 4 types, mais on va dire on en a 3 types parce que Conches c'est très particulier, les gens travaillent vraiment sur place ou à proximité. On a ce secteur 1 qui est plutôt dans la dynamique de la capitale avec des échanges entrant-sortant avec Paris et la Défense. Le orange c'est plutôt des interactions plutôt avec la capitale mais un petit peu moindre, et le secteur 4 est avec le nord du secteur 3 plutôt dans le 3e groupe qui est celui d'un lien avec le pôle parisien, hein, qu'on ne peut pas nier, mais d'une intégration dans des dynamiques locales, locales au sens Marne-la-Vallée et locales au sens du département, qui sont très importantes. Alors pour conclure, si on regarde un petit peu, si on essaye d'esquisser un bilan en termes d'émissions de CO2, alors en faisant un calcul qui est très, très simple, hein, en prenant les chiffres ADEME sur les émissions par kilomètre selon le mode de transport, et puis en faisant les multiplications pour les actifs et pour les emplois. On a bien distingué les deux, hein. On a l'indice global, donc à la fois le CO2 émis par les résidents et le CO2 émis par le fait qu'il y a des emplois qui attirent des gens. Et puis ensuite, si on distingue actif-emploi, on voit que finalement, par le calcul qu'on a fait, on est plutôt bon par rapport aux autres secteurs. C'est-à-dire que l'indice CO2 est plutôt moindre en moyenne globale, un petit peu plus important pour les actifs parce qu'on a ce moindre lien à Paris, donc cette moindre utilisation des transports en commun, est plutôt meilleure pour les emplois du fait de cette forte concentration, cette forme concentrée autour d'une station de RER qui joue beaucoup. Alors, du coup, si on s'essaye, alors c'est un exercice un petit peu difficile à faire les calculs, on ne pouvait pas depuis 90 parce qu'il n'y avait pas les modes de transport dans le recensement 90. Dans le 99, ils y sont, ils ne sont pas exactement complètement comparables, mais admettons qu'on ne se soit pas trop trompé. On est plutôt sur une tendance, on va dire, vertueuse, ou en tout cas des émissions qui n'augmentent pas trop, parce que ça augmente un petit peu pour les actifs, ça diminue plutôt pour les emplois. Donc l'un dans l'autre, on semble quand même avoir des évolutions plutôt favorables. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Donc, on est sur une forme, finalement, je dirais, si on regarde, si on se pose la question de cette durabilité environnementale qui ne semble pas trop mauvaise, qui est quand même une forme relativement originale, on va dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois du point de vue des résidents et du point de vue des actifs, on arrive à certains équilibres, c'est-à-dire fixer un certain nombre de gens qui travaillent sur le territoire, avoir des emplois qui attirent, enfin qui sont attractifs pour les autres secteurs, et aussi pour une sorte de bassin d'emploi qui est relativement étendu, mais non plus pas complètement délirant, hein, qui est quand même circonscrit à cet est francilien. Pour le mot de la fin, je dirais que la durabilité, évidemment, n'est pas juste une question d'émission de CO2. Je pense qu'aussi, finalement, si on prend aussi ce terme de durabilité en termes de fragilité ou au contraire possibilité de résilience du territoire, on voit qu'on est quand même on a plutôt les conditions d'une résilience, je dirais, parce qu'on a des emplois qui sont importants, des gens qui ont des possibilités d'accès à ces emplois. Ce que je veux dire, c'est que finalement, quand on habite le secteur 4 et qu'on perd son emploi, qu'on arrive et que le conjoint cherche un emploi, on a un panel d'emplois important et qui est diversifié et qui quand même tend à se diversifier. Donc dans une certaine mesure, ce territoire a des capacités de résilience, de résistance à des chocs qui me semblent tout à fait intéressantes. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, tout à fait dans le timing. Donc, auriez-vous des questions? De micro, s'il vous plaît. En fait, j'aimerais que tu reviennes sur ton avant-dernière... Oh non, on ne me fait pas traquer.
Non, mais en fait, c'était sur la diapo d'avant. On voit qu'effectivement, il y a une diminution des émissions polluantes. Alors, en même temps, j'ai pas bien compris si c'était... Enfin, effectivement, comme on a une augmentation du nombre d'emplois, est-ce que c'est effectivement... enfin, comment on peut expliquer une diminution alors qu'on a une utilisation de la voiture qui quand même augmente un peu compte tenu de la localisation un tout petit peu extérieure, périphérique. Donc comment on peut expliquer qu'il y ait une baisse des émissions sur les emplois? Oui, sur les emplois, ouais. Marion, c'est les distances qui restent contenues. C'est ça qui ont tendance à baisser en fait. D'accord. Les distances moyennes. C'est le fait des distances qui ont baissé, les distances vers les emplois. Donc comme il y a moins de distance et que le calcul se fait, comme l'a expliqué, le calcul... il y a une diapo pour expliquer le calcul? Ouais, je vais passer vite. Bon, je vous dis, hein, c'est aussi à prendre avec des pincettes parce que c'est pas exactement les mêmes définitions des modes de transport en 99. Donc voilà, c'est peut-être moins 5% ou c'est peut-être... bon, c'est pas peut-être non plus une baisse aussi radicale. En tout cas, je pense qu'on peut défendre l'idée que ça n'augmente pas de façon démesurée. Donc on est plutôt... Voilà. Après, défendre le moins 5%, effectivement, on arrive à l'expliquer par des distances qui sont contenues, qui baissent, qui... Bon, voilà. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment une baisse. Voilà. Je pense qu'on est dans des tendances qui sont peut-être un peu de baisse ou en tout cas de neutralité du point de vue de l'évolution. C'est ça. Et surtout, vu l'augmentation du nombre d'actifs et du nombre d'emplois dans le secteur 4, c'est pour ça qu'on parle de secteur vertueux. Parce que les chiffres ont explosé et en fait l'indice global d'émissions n'a pas tant augmenté que ça. Merci. Moi, c'est plutôt un commentaire que j'aimerais vous faire parce qu'il se trouve que non seulement je travaille ici, mais j'habite également ici. Donc, j'habite à Couvray. Et donc, l'utilisation de la voiture, j'ai pu constater qu'avec l'accroissement de la population, quand même, c'était assez important. Et notamment, d'ailleurs, on a des infrastructures de transport, de routes qui se mettent en place pour essayer d'absorber tout cela. Donc j'ai pas l'impression qu'on aille vers le moins, mais plutôt vers le plus. Et donc dans ces conditions, comment vous voyez les évolutions de la durabilité de ce territoire? Là, vous parlez des déplacements internes. Internes. Oui, je pense qu'il y a un vrai enjeu à organiser ou penser l'organisation des déplacements. Alors, on voit que finalement, depuis les autres secteurs, ça se passe pas trop mal, parce que je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Par contre, à l'intérieur du secteur 4, probablement, c'est quelque chose, pas simplement pour l'emploi, hein, d'ailleurs, je crois que pour tous les motifs, moi aussi, hein, j'habite dans le coin, je prends ma voiture, hein, voilà, par contre, c'est des petites distances, alors bon, mais c'est vrai que c'est probablement pas optimal. J'ai cru voir d'ailleurs sur un des slides que vous parliez de peu de marcheurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Faut que je revienne au... Ah, faut un petit peu avant, je pense. Peut-être celle d'avant. Non, encore avant. Ah, juste avant, voilà. Oui, la plus faible. Voilà. Ouais, pardon, merci. La marche, oui, c'est ça, c'était... pardon. Ouais, il y avait que... Ben oui, là, il ne marche pas tellement à l'intérieur du secteur 4 parce que, en fait, on va beaucoup travailler à Chécy, mais il n'y a pas tellement de gens non plus qui habitent... ils sont un petit peu plus loin. Souvent, quand on travaille dans sa commune, on marche, mais là, c'est pas trop le cas, c'est pas tellement possible. Donc, du coup, par contre, on peut prendre les transports en commun, mais à l'intérieur du secteur 4, c'est pas forcément compétitif et il vaut mieux prendre sa voiture, quoi. Enfin, on prend le bus pour aller au RER, on ne prend pas le bus pour aller d'une commune à une autre. D'accord. J'avais une question, mais ça engage peut-être plus l'avenir que le constat que vous avez fait toutes les deux et qui me semble très intéressant. Pour être nouvelle habitante, en fait, on va dire, sur les secteurs, moi, ce qui nous étonne, entre guillemets, c'est qu'on construit des pistes cyclables un peu partout, mais on ne sait pas où garer son vélo.
puisque les mobilités sont courtes, enfin sur le Val d'Europe, j'entends, puisque les mobilités sont courtes, je pense que c'est un terrain tout à fait favorable pour développer les mobilités douces au sens voiture électrique. Ouais. Où sont les parkings avec les prises électriques pour recharger? À part dans les hôtels sur le parc, enfin, les hôtels Disney, où on a pu en repérer récemment quelques-uns. C'est une obligation légale. Hein. C'est une obligation légale désormais. Mais donc voilà, c'est la question. Alors donc je sais bien que ça, c'est pas forcément l'objet du papier, mais je pense que ça pose la question de la durabilité. Et pour un territoire qui se veut quand même malgré tout moderne, récent, et puis en construction et en devenir, est-ce que cette dimension-là n'est pas à prendre en considération? Oui, j'y crois assez fort parce que finalement les distances sont très faibles. Si on regarde son compteur kilométrique, on se rend compte qu'on a fait 5-6 km, mais que le faire en voiture, ce serait atroce parce que, enfin, je sais pas, moi j'habite à Villeneuve-le-Comte et j'ai calculé, mon fils pour le collège, il y a 5 km, ils pourraient tous le faire en vélo, sauf que c'est la D231 et jamais on mettra un enfant en vélo, enfin faut être fou. Donc oui, je pense qu'il y a... alors toi tu dis que tu vois des pistes cyclables partout, alors je ne sais pas où tu habites, moi j'en ai pas vu beaucoup et je trouve qu'effectivement même les cheminements piétons sont pas toujours évidents et alors en vélo... je sais pas, il n'y a qu'à voir le centre commercial de Montévrain, là, non. Bon, on sort un peu du secteur, mais je veux dire, c'est pas du tout pensé pour la marche. Il y a 2 espèces de blocs pour aller d'un magasin à un autre. À la limite, on prend sa voiture. Enfin, il y a des conceptions urbaines derrière qui n'ont pas du tout pensé qu'on pouvait marcher ou être en vélo dans ces endroits-là. Ça, c'est sûr. On parlait à l'aménageur. Je peux peut-être dire quelques mots sur les pistes cyclables que nous sommes en train de réaliser et on met effectivement la charrue un petit peu avant les bœufs. Je conçois que vous ayez cette rédaction-là, en particulier vous, Nathalie, parce que les choses ne se sont pas faites dans le bon ordre, mais on est en train d'y remédier. Et vous l'avez aussi souligné avec d'autres intervenants, c'est un secteur qui est en train de naître depuis 20 ans maintenant. Et on est en train de faire en 20 ans ce que d'autres villes ont fait en des centaines d'années. Donc il ne faut pas trop nous incriminer, ni l'établissement public, ni Disney d'ailleurs, qui est un développeur. Sur la voiture, oui, la voiture, on a un problème. Pour aller prendre le RER, par exemple, les gens prennent les transports en commun, ça c'est sûr. Mais pour les déplacements en dehors du travail sur le secteur, les déplacements intramuros, pour toutes les familles, alors là c'est assez extraordinaire. C'est la génération drive-in. On va à la boulangerie ou à la boucherie, tout juste il ne faut pas rentrer dans la boulangerie ou la boucherie avec sa voiture pour aller chercher sa baguette de pain. Et comme vous avez pu aussi peut-être le constater, ce qui me hérisse le poil, c'est que toutes les voitures en général, il y a beaucoup de 4x4 avec des pare-chocs anti-buffles. C'est pour ça qu'on n'a pas de buffle d'ailleurs sur le secteur du Val d'Europe. Je trouve absolument incohérent qu'on puisse vivre aujourd'hui avec ce genre de voiture alors qu'on est en train d'essayer de respecter la nature et de faire du développement durable. Mais ça, c'était une petite appréciation de l'ancien que je suis. Merci. Vous avez encore une question? Oui, enfin, c'est surtout un complément et un commentaire par rapport à d'autres types de mobilité, justement, en particulier les mobilités de loisirs et d'achat. Ce qui caractérise le pôle, que cette fois pôle commercial Val d'Europe, c'est une distance moyenne parcourue par chacun des consommateurs assez élevée, parce qu'elle est de l'ordre de 10 à 12 km. La moyenne Île-de-France, quand on réalise son achat, on se déplace en moyenne à 3,5 km de son domicile. Val d'Europe est marqué par une distance beaucoup plus élevée, ce qui a trait premièrement à sa position de pôle majeur. On ne vous apprend rien, c'est un des 10 grands centres structurants de la région Île-de-France. Mais on a aussi toute une clientèle locale au niveau du Val d'Europe qui, autour de ce centre urbain, se déplace à pied quand même. Donc, dans vos chiffres, c'est les mêmes ratios qu'on a, mais il y a une plus grande part de population à pied, et il y a des populations plus jeunes, en particulier les populations lycéennes et étudiantes, qui, eux, bénéficient des atouts du RER en termes d'accessibilité, et donc ça draine
un peu la vie de Louvel. Après, il y a des fonctions de relais pour d'autres centres commerciaux. Vous avez évoqué Montévrain, il y a aussi B1, B2 qui sont d'autres centres avec des fonctions de relais. Donc en termes de mobilité pour achat, on a toujours cette position dominante de la voiture, mais un petit peu moins marquée au profit d'une part un peu plus forte des TC et une part un petit peu plus élevée de la marche. Donc c'est aussi quelque chose à voir. Imochamp essaie de prendre en compte ces questions de mobilité. Ils n'y arrivent pas, mais ils y arriveront peut-être à un moment. Je peux poser une question du coup? Ah ouais, je vous en prie. Non, c'était parce que ça me fait penser, là, ce que tu dis, puisqu'on a dit, c'est les problèmes des... Bon, les gens, effectivement, utilisent beaucoup le RER, hein, le matin, il y a du monde, etc. Par contre, je pense qu'il y a quand même un problème de stationnement qui n'est pas à négliger. On voit bien que le parking de Auchan, enfin, on développe des stratégies très élaborées. On sait à quelle heure le Palais Gris ouvre pour aller garer sa voiture et puis faire voiture ventouse toute la journée pour en fait prendre le RER. Parce que le parking relais à côté, il est payant et il n'est pas très grand, je crois. Donc est-ce qu'il y a une réflexion justement sur est-ce qu'on a intérêt, parce que bon voilà, c'est la voiture qui prend la place dans la ville, le parc relais. C'est vraiment le gros endroit où on concentre. Bon, alors comment vous réfléchissez à ça ou pas? Parce que c'est quand même le parking d'Auchan qui sert pas mal à ça dans une certaine mesure. Hein. Et puis autour du lycée, on voit bien là pour se garer, il faut aller de plus en plus loin. C'est pas évident. Excellente question, merci de nous l'avoir posée. Oui, effectivement, c'est un problème. Puisqu'on, comme je disais tout à l'heure, pour les déplacements intramuros, secteur 4, les gens prennent de plus en plus leur voiture pour aller faire leurs courses. Mais vous avez aussi tous les gens qui vont au RER, au TGV du secteur 4. Mais vous avez aussi des personnes des secteurs avoisinants qui viennent stationner sur le secteur 4, dans les communes d'ailleurs. Je prends l'exemple de Manille-Hongre, où on a un certain nombre de voitures ventouses pendant la journée, des gens qui vont stationner à côté des arrêts de bus pour prendre le bus pour aller à la gare. Donc il y a effectivement ce problème de stationnement sur le secteur. Alors actuellement, nous sommes en train d'agrandir le parking souterrain, mais ça ne va pas apporter... on va passer de 80 places à 200 places, je crois, en parking souterrain, mais ça ne va pas être la panacée, ça ne va pas être la solution. Et on est en train d'imaginer actuellement un parking en silo à côté de la place d'Ariane, pas très loin d'ici, sur le territoire de la commune de Chessy. Mais encore une fois, ça ne résoudra pas tous les problèmes, et je crois que c'est un autre mode de vie qui résoudra les problèmes. Oui, ce que je peux en dire, c'est que la réflexion, me semble-t-il, ne porte pas sur l'accroissement de la voiture et de la place de la voiture dans la ville, mais bien plutôt comment créer une mobilité en transport en commun, notamment en mobilité liaison douce, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une ville, Val d'Europe ne crée pas une ville dédiée entièrement à la voiture, même si on est en Seine-et-Marne et qu'en Seine-et-Marne... les interactions avec le département et notamment nécessitent cette utilisation de la voiture, mais bien plutôt de créer un mode de transport qui est plus vertueux. Je dirais que pour mon entreprise Disney, par exemple, ce dont je peux vraiment parler, nous avons, du fait de la loi, à établir un bilan carbone pour les émissions de gaz à effet de serre, pour la mobilité non seulement des visiteurs mais également des employés. Et au terme de ce bilan carbone, nous avons déjà mis en place un plan de déplacement d'entreprise qui démontre que donc on va essayer de développer le covoiturage, par exemple. Donc, et mettre l'accent sur des axes de déplacement, des façons de se déplacer autrement, plus vertueuses et plus durables. Juste pour compléter, c'est une remarque, toujours une observation. Ce qui nous étonne, c'est qu'à certaines heures, il ne faut surtout pas prendre sa voiture parce que c'est Disney en fait qui génère les sorties ou les entrées de bureaux à Disney qui génèrent des embouteillages. Et ça, c'est aussi... Alors évidemment, le pôle de Disney, c'est 14 000 emplois, donc forcément, avec beaucoup de déplacements de voitures, vous avez la même
enfin, vous n'en avez pas parlé, mais le déplacement en voiture de Val d'Europe vers la région, enfin, vers Paris, c'est sur A4, c'est aussi absolument infernal. Et si vous souhaitez être en rendez-vous à 9h à Paris, il vaut mieux y aller en RER ou en train, parce qu'il y a également le train par le bas de Couvray. Et donc, oui, on le sait, on y travaille. D'un autre côté, on est aussi une entreprise qui travaille 24/24. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des horaires de bureau, mais il y a quand même un étalement également. Donc, c'est pour cette raison qu'on essaye de favoriser le covoiturage. Voilà. Je vous en prie. Encore une question, un commentaire. C'est à la fois une question et un commentaire parce que, en fait, j'aimerais un petit peu, enfin, moins une question d'ailleurs qu'aux élus. Finalement, j'aimerais un petit peu savoir comment vous travaillez avec les villes de la périphérie. Il se trouve que j'habite non pas sur le Val d'Europe, mais une ville un peu périphérique, juste à la frontière du Val d'Europe. Et ça devient de plus en plus effectivement impossible parce qu'il y a une création de trafic. Et je me demandais comment vous gérez avec les communes alentours ce report de trafic, voire ce report de voitures ventouses, qu'on connaît aussi dans d'autres banlieues, hein, c'est pas spécifique, mais quel était le rapport entre les élus val-d'européens et les communes strictement périphériques de ce point de vue-là? Oh, je vais vous faire une réponse rapide, Sylvain. On se fait engueuler comme du poisson pourri parce que nos collègues maires des communes voisines nous disent bah, écoutez, nous avons tous les embêtements Disney, pour ne pas dire autre chose, dus à Disney, dus à la circulation, dus au trafic, etc. Et on n'en a pas l'air tombé. Donc on essaye de calmer le jeu, mais effectivement, il y a un trafic induit sur les communes voisines. Je pense à Lèche, à Chalifert, à Montry, à Saint-Germain-sur-Morin, etc., qui est présent, c'est sûr. Et pour l'instant, on n'a pas de solution miracle. Et encore une fois, il n'y a pas de panacée. Je crois que la panacée, ce serait suppression du péage de l'A4, redéfinition de l'A4, et ouverture de certains barreaux ici sur le secteur, comme le barreau qui est d'ailleurs prévu pour l'année prochaine, le barreau qui va joindre la route qui vient de Couvray, la départementale des 5 qui va ouvrir cette voie entre Couvray, SB d'ailleurs, et le circulaire pour aller rejoindre l'autoroute. Donc il y a tout un tas de voies de circulation en gestation actuellement, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes et ça ne résoudra pas les angoisses de nos camarades des villages voisins. Je dirais aussi qu'au plan institutionnel, il y a quand même des réunions annuelles à la préfecture au cours desquelles ces questions de pilotage Nord A4, au cours desquelles ces questions de transport sont évidemment sensibles et évoquées. Mais comme vous le disiez, on est à 20 ans de Val d'Europe. On est en train de préparer le futur. C'est vrai que vous avez aujourd'hui ce qui a été dimensionné il y a 20 ans et on doit passer à une étape nouvelle. Notre discours est quand même de dire que c'est bien. Enfin, je veux dire, même par rapport aux autres, finalement, on est pas mal. Donc, à la limite, c'est un modèle. On est en bonne mobilité. Est-ce qu'on le préserve? Comment on le fait évoluer? Mais voilà. Tout à fait. Voilà, c'est pas. Mais ça n'empêchera pas de se poser des questions sur, par exemple, le projet Village Nature qui est en train d'émerger. Quelle va être la conséquence de Village Nature sur la circulation sur l'autoroute A4, sur le secteur du Val d'Europe, sur les secteurs voisins? C'est une problématique que nous, élus, nous posons en permanence sur la table. Moi, c'était plutôt une remarque, c'est vis-à-vis, j'habite à Bailly-Romainvilliers, et c'est sur le principe que les bus, ils s'arrêtent extrêmement tôt, et que pour ceux qui veulent profiter de la capitale, quoi qu'il arrive, il faut partir à 21h de la capitale pour pouvoir rentrer avec le RER et avoir le dernier bus, quoi. Donc après, c'est aussi voir si vous voulez attirer, créer une université et développer tout ça. C'est vraiment aussi de diversifier, enfin de mettre plus de bus, puis de les mettre plus tard, quoi.
Non, c'était juste pour ajouter que depuis qu'il y a les nouveaux horaires de bus, il y en a beaucoup plus. Hein. Moi, j'habite à Bailly aussi. Avant, ça s'arrêtait à 21h30. Maintenant, ça s'arrête à minuit et demi, hein. 1h du matin même. Ah. Merci pour cette information. Voilà. Chouette, le débat est dans la salle. Non, il y a une chose qui se passe aussi, et je vous entendais, mademoiselle, parler de mais il faut augmenter les fréquences, les plages horaires, etc. Mais tout cela a un coût. Alors nous avons actuellement mis sur la table, nous, un programme pluriannuel d'investissement sur la circulation et la circulation des transports en commun. Et on s'aperçoit que le programme en lui-même est excellent, mais on ne pourra pas le faire parce que ça coûte trop cher. Voilà. Et on est dans cette phase de crise qui atteint tout le monde, hein. On n'est pas les seuls à être atteints par la crise. Donc il y a effectivement nos projets et il y a la façon de réaliser, et est-ce qu'on peut les réaliser sur la période. Voilà, et tout ça dans un esprit durable, c'est-à-dire à faible coût aussi. Et je crois que justement ce que vous dites, c'est il faut, enfin c'est dit par pas mal de gens, là, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, oui, enfin, il faut des transports collectifs et tout, mais ça peut pas être la réponse à tout, ça peut pas être la seule solution, on va pas mettre une bus devant chaque, etc. C'est aussi autre chose, c'est peut-être du covoiturage, de l'autopartage, le bus, le stop. Il y a des gens qui s'organisent pour faire du stop ensemble, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, le vélo électrique, probablement aussi. Bon, voilà, il y a tout un ensemble de transports à la demande. Ce ne sera pas que du bus, ça c'est sûr. Et après, il faut inventer des formes probablement un peu mixées, un peu différentes dans ce type de territoire. Je crois que c'est assez propice à ce genre d'innovation. Je vous remercie, ça me semble être une très bonne conclusion. Merci beaucoup. Alors, nous avions un dernier intervenant qui malheureusement n'est pas là. Donc, nous proposons de faire la pause café. Et nous nous retrouvons tout à l'heure à 11h30, dans un quart d'heure. Voilà, merci.